quand il était actif, il n'a pas dépensé tout son salaire. Il en a mis une partie au pot commun. Eh bien, il est normal que quand il ait ses cotisations dans un compte, sur le modèle de la GIRC-ARCO, et puis que quand on liquide sa pension, eh bien, on divise son compte par son espérance de vie, afin que la retraite, que la somme des pensions soit égale à la somme des cotisations. C'est le modèle suédois et italien, qui ne sait pas, on ne sait pas diviser, on ne connaît pas l'espérance de vie individuelle, mais on connaît l'espérance de vie d'une cohorte. Donc les Suédois prennent leur pension en moyenne à 65 ans aujourd'hui. Donc quelqu'un qui en Suède prend sa pension en 2017, il est né en 52 et les actuaires savent quelle est l'espérance de vie de ceux qui, nés en 52, sont encore en vie en 17. C'est, mettons, 18 ans. Eh bien, on divise par 18 son compte. Le compte, c'est la somme actualisée, bien sûr, en fonction du niveau de la vie, du coût de la vie, en fonction de la croissance du PIB, etc. Ce n'est pas les valeurs nominales des cotisations, c'est la valeur actualisée des cotisations. Et Piketty, qui est le penseur de la réforme, c'est un de nos principaux adversaires, Piketty, lui conseille l'un et l'autre, Hamon et Macron. Et donc Piketty, dans son bouquin de 2008, dit, attendez, enfin, l'espérance de vie d'un ouvrier à 65 ans, c'est 7 ans de moins qu'un cadre. Donc, si c'est 18 ans l'espérance de vie moyenne, pour un cadre c'est 22 ans, et pour un ouvrier c'est 15 ans. Donc le compte des ouvriers, il faut le diviser par 15. Et le compte des cadres, il faut le diviser par 22. Pour que chacun récupère sa mise, qui est de l'équité intragénérationnelle. Et par ailleurs, pour ceux qui obtiendraient, en divisant leur compte par leur espérance de vie, l'espérance de vie de leur cohorte, corrigée par leur cohorte, corrigée par leur statut social, cadre ou ouvrier par exemple. Ceux pour qui obtiendraient, je ne sais pas, 500 euros, ça sera porté automatiquement à 1000 euros. Il y a un plancher. C'est le cas en Suède. Vous voyez bien l'enjeu de lutte de classe. L'enjeu de lutte de classe, c'est nous remplaçons le salaire continué par le revenu différé. Le salaire continué dit les retraités travaillent, le revenu différé conserve la pratique capitaliste du travail, ne travaillent que ceux qui ont un emploi. Donc c'est un enjeu de lutte de classe. Est-ce que c'est un compte qui doit être au fondement de nos pensions, ou est-ce que c'est la poursuite de notre meilleur salaire? Qu'est-ce que font les réformateurs depuis Rocard? Les réformateurs veulent en finir avec le salaire à vie à la qualification personnelle. Donc en finir avec le salaire à la qualification, en finir avec la fonction publique, en finir avec le régime général des retraites, en finir avec les régimes à statut, en finir avec les allocations familiales comme salaire, en finir avec l'assurance maladie comme salaire. Et il le remplace par quoi? Il le remplace par deux piliers de ressources. Et encore une fois, il n'y a rien de neuf chez Macron. On sait d'avance ce qu'il va faire puisqu'il continue ce qu'ont fait tous les gouvernements, sans exception, tout en sachant qu'il serait battu. Aucun gouvernement n'a été réélu depuis le tournant de 82. Aucun. C'est au tournant de 82 qu'il faut analyser le début de la réforme. C'est Bérégovoy, Fabius au départ, et puis c'est surtout Rocard ensuite, et puis tous les continuateurs de Rocard, qu'ils soient de gauche ou de droite, mais c'est des continuateurs de Rocard.
il y a une détermination absolue de la classe dirigeante. Hein. Les gouvernements savent qu'ils seront battus et pourtant ils le font. Hein. Mais il faut dire aussi que la carrière politique a changé. Hein. Pendant 5 ans, j'arrose le capital. Pendant 5 ans, parce que je suis au gouvernement, pendant 5 ans, je suis à l'opposition, je suis arrosé par le capital. Hein. Donc ça, là, de toute façon, il n'y a pas de problème. Hein. Mais la carrière politique, elle s'est adaptée hein, à ce risque délibéré hein, que prend la classe dirigeante dans sa fiction de classe politique. Cette fiction, d'ailleurs, saute. Hein, c'est ça la nouveauté de Macron. Hein, c'est que la classe dirigeante est directement au pouvoir. On en a fini avec la fiction républicain-socialiste. Fini. Pour combien de temps, j'en sais rien. Hein, mais il y a une tentative très dangereuse. Hein, la classe dirigeante, en dehors de Pétain, depuis la Commune, elle s'est toujours arrangée pour diriger à travers une classe politique. Hein. C'est extrêmement dangereux d'être directement au pouvoir pour la classe dirigeante, ça c'est bien sûr. Hein. Mais c'est dire aussi l'acharnement de la lutte de classe à laquelle nous avons affaire. À la place du salaire, à la qualification personnelle. Ce que met en place la réforme depuis le milieu des années 80, c'est 2 piliers de ressources. À la place des salaires à faible qualification et à la place des premières centaines d'euros de la retraite, de la maladie, des allocations familiales, etc., se met en place non plus du salaire, socialisé ou direct, mais un revenu fiscal forfaitaire. Fiscal au sens où c'est l'impôt qui paye. Et il est forfaitaire au sens où il n'a aucun rapport avec la qualification, et il est universel, au sens où il n'est pas lié à l'emploi. Donc le premier pilier de ressources, c'est un pilier non lié à l'emploi, universel, fiscalisé et forfaitaire. Il s'est construit en instrumentant le chômage des jeunes autour du plan jeune qui démarre avec Raymond Barre en 1977, mais qui va trouver ses premières formulations importantes en 1984 avec le SIVP et les TUC, puis avec les contrats emploi solidarité de Rocard, et la cerise sur le gâteau, c'est évidemment les emplois jeunes de la gauche plurielle. Je ne sais pas, emploi homosexuel, ça vous dit quelque chose? Nous avons osé créer des emplois jeunes. Emploi femmes, emploi vieux, emploi LGBT, emploi jeunes. C'est dire l'effondrement idéologique hein, dans lequel nous sommes d'avoir pu oser créer une telle infamie en se réclamant de la gauche. Mais les emplois jeunes, c'est des gens à Bac+2, c'est le mode des emplois jeunes, qui sont au SMIC pendant 5 ans. C'est-à-dire que c'est le refus de la reconnaissance de la qualification. Vous prenez... Mais bon, un de mes fils de son père, qui bosse sur le salaire, la qualification, ça depuis 40 ans. Hein. Première embauche de ce fils. Hein. Enfin, c'était une embauche d'emploi de vacances, d'accord, mais enfin quand même. Ah, je suis embauché. Bon, ben d'accord, oui, combien t'es payé? Ah, ben j'ai pas demandé. Évidemment. Hein. Évidemment qu'il n'avait pas demandé. Nous sommes dans cette situation où, en instrumentant de façon grossière hein, le taux de chômage des jeunes 18-25 ans qui est de 25%, pour en conclure que le poids du chômage chez les jeunes était de 1 sur 4, alors que 25% de taux de chômage au numérateur, c'est le chômage, bon, au dénominateur, c'est les actifs. 25% de taux de chômage chez les 18-25 ans, ça veut dire que 25% des jeunes dans l'emploi sont au chômage. Or, 70% des jeunes sont à l'école. Donc 25% de jeunes au chômage, c'est en réalité, non pas 1 sur 4, mais le quart de
de 30%, c'est-à-dire 7,5%, ce qu'on trouve comme chômage, comme poids du chômage dans toutes les tranches d'âge. Donc vous allez avoir une instrumentation, c'est toujours pareil, hein, c'est toujours par la victimisation. Le capital, il nous a toujours par la solidarité, toujours. La solidarité, c'est l'instrument de suppression des droits révolutionnaires conquis contre la bourgeoisie. Ces pauvres jeunes qui sont sujets à cette catastrophe qu'est le chômage d'un jeune sur 4, que personne ne pouvait constater. On pouvait tous constater qu'il n'y avait jamais un jeune sur 4 dans notre entourage qui était au chômage. Hein. Puisque nous sommes à un jeune sur 12. Bon. Ce qui est trop, hein, je ne fais pas l'éloge du chômage d'un 18-60 ans sur 12. Hein, c'est à peu près le cas de tous ceux qui ont entre 18 et 60 ans, 1 sur 12 est au chômage. Mais vous avez là une manipulation incroyable de l'opinion, mais à laquelle nous nous sommes laissés faire, parce que nous adorons cette solidarité-là. Qu'est-ce que c'est que la solidarité communiste? Parce que moi, je crois beaucoup à la solidarité. La solidarité communiste, c'est pas la solidarité capitaliste qui dit « j'ai, t'as pas, je suis solidaire de toi ». C'est dégueulasse de définir l'autre par son manque. C'est répugnant. Ça, c'est de la solidarité capitaliste, qui repose sur du droit. Ce n'est pas de la charité. Hein. Le capital déteste la charité. Il adore le droit, bien sûr. Hein. La solidarité intergénérationnelle. Je produis, tu ne produis pas. Ben, je suis solidaire de toi qui ne produis pas. Ça, c'est répugnant. D'accord? Et la religion capitaliste, c'est ceux qui n'ont pas d'emploi ne travaillent pas. Ça, c'est de la religion. De la croyance, entretenue par un culte. Hein, si vous écoutez le 6-9, c'est encore pire si c'est BFM TV en continu, vous avez des curés d'avant le concile. Hein. Les économistes, éditorialistes des tranches d'information qui nous disent « si vous n'êtes pas sage, vous irez en enfer ». C'est une religion très fruste. C'est une religion, évidemment. Omniprésente dans l'État. Si j'y insiste, hein, c'est parce que je suis désolé du cours que prend aujourd'hui le combat laïque, c'est une catastrophe, hein, et dont même des connards comme Valls tentent de se refaire une santé. Enfin, c'est répugnant hein, de voir Valls à la manœuvre sur la laïcité à travers Charlie Hebdo et Plenel, bon, qui n'est pas un type que je tiens en haute estime, enfin, dans cette affaire, on peut quand même lui donner aussi raison. Donc, nous avons un tel effondrement du combat laïque hein, qu'il faut que nous réfléchissions hein, sur quelles sont nos croyances qui sont omniprésentes dans l'État. Hein, et de quoi on a, quelle est la religion dont on a à débarrasser l'État. Hein. À partir du moment où on a disqualifié la jeunesse, hein, c'était un enjeu décisif. Hein. Baudeleu et Staplet, dans un ouvrage qui s'appelle « Avoir 30 ans » en 68 et 98, hein, ont montré que depuis la libération, il y a une hausse du salaire d'embauche. Une hausse du salaire d'embauche qui entraîne en aval tous les salaires. Et qui est aussi sociologiquement extrêmement intéressante. Il n'y a jamais eu d'ascenseur social en France. Jamais. Au sens où jamais plus de 5% des enfants ouvriers ne sont devenus cadres. Il n'y a jamais eu d'ascenseur social. En revanche, il y a eu une époque entre la libération et le premier plan jeune, 77, d'accord, mais qui s'épanouit surtout sous Fabius, en 84, avec les TUC et les SIVP, et sous Rocard avec les CES, et sous Jospin avec les emplois jeunes, et aujourd'hui avec le service civique. Alors maintenant, j'ai une collègue qui montre très bien comment le civisme est mobilisé pour ne pas payer les gens aujourd'hui. Hein. Tout ça est totalement répugnant, hein, bien sûr. Hein.
Nous avons des effets extrêmement vertueux de cette hausse du salaire d'embauche qui fait que les enfants d'ouvriers ne deviennent pas cadres, hein, mais ils gagnent autant que leurs parents. Ça légitime la scolarisation. La hausse du salaire d'embauche légitime la scolarisation, puisque ça se traduit par un salaire supérieur à celui que les parents avaient quand ils sont entrés sur le marché du travail. Ça encourage la mise en couple jeune, la naissance du premier enfant, ça autonomise. Aujourd'hui, les jeunes, ils sont obligés d'aimer éperdument leurs parents. Il n'y a pas d'autre solution. Hein, d'accord. Donc, l'âge moyen du premier enfant a augmenté de 4 ans. Hein. La mise en couple a été retardée considérablement, enfin, etc., etc. Les mesures jeunes vont faire s'effondrer le salaire d'embauche. Hein. Baudelaire-Establet montre que entre 68 et 98, le salaire à 25 ans baisse de moitié en francs constants. Aujourd'hui, il est encore beaucoup plus faible que ça. Aujourd'hui, un jeune de 25 ans gagne en moyenne de 2,5 à 3 fois moins que ce qu'il aurait gagné en 68. Cet effondrement du salaire d'embauche s'accompagne d'une fiscalisation du dispositif. Hein. D'une part, tous ces emplois aidés et ces emplois jeunes, ces mesures sont payées par l'impôt, pas par les employeurs. Deuxièmement, le SMIC lui-même devient un dispositif largement fiscalisé. Et là, toujours avec la victimisation. Une fois qu'on a victimisé les jeunes, qu'on a créé comme catégorie d'action publique, jusqu'en 1977, en aucun cas les jeunes n'étaient une catégorie d'action publique sur le marché du travail en matière d'emploi. Pas du tout. On invente la jeunesse comme catégorie d'action publique. Une fois ça, ça va être banalisé à tous les travailleurs non qualifiés. Les travailleurs non qualifiés, on va quand même pas... il faut bien qu'ils trouvent de l'emploi, ces gens-là. Donc, il faut supprimer toute référence à l'emploi chez ces gens-là. Ce n'est plus les patrons qui payent les cotisations au régime général, c'est l'État. Hein. Au niveau du SMIC, il y a 5 000 € par an qui ne sont pas payés par les patrons, mais qui vont au régime général, bien sûr. Hein. Les exonérations ne suppriment pas des recettes au régime général. Ça supprime des recettes pour payer des fonctionnaires. Hein. Puisque ces 5 000 € là, c'est l'État qui va les verser au régime général. Et donc, du coup, il ne peut pas payer de fonctionnaires. C'est coup double pour nos adversaires. Ils s'attaquent à la fonction publique et au régime général. C'est formidable pour eux comme victoire. Hein. En même temps que le RSA activité est créé, c'est-à-dire que sur un SMIC de 1150 balles, l'employeur n'a plus qu'à mettre 350. Les 800 balles sont payées par les contribuables. Donc vous avez un financement par l'impôt d'un salaire direct qui n'a plus aucun lien avec la qualification. Vous avez maintenant des tas de gens qui sont embauchés au SMIC, et puis ou à 0,8 SMIC, ou à 1,2 SMIC. La référence à la convention collective a disparu. En même temps que le salaire direct, ainsi, à partir de la jeunesse, voit s'effondrer sa référence, supprimer sa référence à la qualification, en même temps, vous allez avoir la distinction entre les prestations contributives et les prestations non contributives. Et on va dire, par exemple, le supplément de pension des femmes au titre de la reversion, ce n'est pas contributif. Il n'y a pas de raison que ce soit financé par la cotisation. Ça doit être financé par un impôt de solidarité, par la CSG.
Et ça, c'est Simone Veil, Sainte Simone Veil, là encore, évidemment. C'est Simone Veil qui a fait un boulot monstrueux au ministère des Affaires sociales entre 1993 et 1997. Une de nos principales adversaires, elle aussi, très, très, très brillante, très habile. C'est Simone Veil qui va créer le Fonds de solidarité vieillesse avec de la CSG. Rocard avait créé de la CSG pour les allocations familiales, c'est de la solidarité. Avec des non-contributifs, les parents, ils n'ont pas cotisé, ils n'ont pas droit à du salaire. Ils ont droit à de la solidarité avec de la CSG. Ce n'est pas des cotisations qui doivent financer les parents. Toute une série de prestations de vieillesse, non, ça ne correspond pas à une cotisation, il n'y a pas de raison, ça doit être financé par un impôt de solidarité. Ça, c'est Simone Veil, le Fonds de solidarité vieillesse. Et puis le coup de grâce, c'est Jospin. C'est Jospin qui supprime la cotisation salariée à l'assurance maladie, qui fait plus que doubler la CSG, qui passe à 7,5 du salaire brut, et qui dit, écoutez, non, les soignants ne travaillent pas. Ils dépensent. Donc il n'y a pas de raison que ce soit du salaire qui paye les parents, les soignants, pardon. Et puis, en revanche, il faut un panier de soins, de solidarité, avec tous, y compris ceux qui n'ont pas cotisé. Tout le monde a droit à un panier de soins universel. Et donc, se met en place un panier de soins financé par la CSG, avec une distinction complètement nouvelle entre l'assurance maladie obligatoire et l'assurance maladie complémentaire. Jusque-là, l'assurance maladie, c'était l'assurance maladie. C'était du salaire qui devait assumer toute la production de santé. Et du salaire à vie, d'ailleurs. Pour travailleurs indépendants ou pour travailleurs fonctionnaires. Eh bien non, pas du tout, pas du tout. Vous avez un panier de soins qui relève de la CSG, et puis le reste, ça doit être un second pilier, des régimes complémentaires qui deviennent de l'assurance maladie complémentaire, ce qui n'était pas du tout le cas. C'est la création de deux piliers en matière de santé, le panier de soins financé par la CSG, et progressivement le projet patronal et le projet de la CFDT, le projet de la République en marche, de Fillon, etc., des socialistes, c'est que le panier de soins, ça financé que la cotisation patronale, qui est la seule cotisation qui reste en matière d'assurance maladie, il n'y a plus que la cotisation patronale, aille non plus au régime général, mais au régime complémentaire. Le régime complémentaire, ce sera l'actuelle contribution patronale aux mutuelles, aux IP, plus la cotisation patronale. Et ce régime complémentaire, comment il fonctionne? Sur la base du j'ai cotisé, j'ai droit. Prenez la MGEN, par exemple, la mutuelle de l'éducation nationale. La MGEN, c'est 4 menus, donc 4 niveaux de couverture et 80 taux de cotisation. C'est-à-dire que c'est en fonction de mes cotisations que j'ai droit à la couverture santé. Donc vous voyez, il s'agit de construire un premier niveau de couverture universelle payé par l'impôt, à la place du salaire à la qualification, qui incluait une cotisation maladie indexée sur le salaire, et à la place de la cotisation maladie indexée sur le salaire, des régimes complémentaires dans lesquels la prestation est fonction de la cotisation. Du non-contributif fiscal, premier pilier, du contributif complètement étranger au salaire, deuxième pilier. J'ai cotisé, j'ai droit, ça c'est le discours capitaliste. En matière de retraite, ce n'est pas la peine d'y revenir. Il s'agit d'avoir, à partir du FSV de Simone Veil, Fonds de solidarité vieillesse, un premier pilier universel fiscal. Tout le monde aura droit à 600 balles de retraite. Tout le monde, quel que soit indépendant, ayant ou pas eu d'emploi.
en gros, la généralisation du minimum vieillesse à tous, d'accord, dans tous les cas, il n'est plus condition de ressources, il devient universel, financé par la CSG. Et puis, si on veut plus de 600 balles pour sa retraite, ah ben là, écoutez, ça va être très contributif. Ça va être j'ai cotisé, j'ai droit. On met ça dans un petit panier de vos comptes. Hein. Ça, c'est le projet Rocard-Macron. En matière de chômage, quand on dit que Macron veut étatiser le chômage, mais pas du tout, il faut arrêter de dire des conneries. Macron, il veut créer 2 piliers de chômage. Et pour ça, il s'appuie sur ce qui est déjà dans la réforme Rocard en 92, dans les premiers accords de l'UNEDIC de 92 signés entre le MEDEF, le CNPF de l'époque, et la CFDT. C'est quoi? C'est l'indemnisation du chômage distingue 2 choses. Une ASS, hein, l'allocation de solidarité, l'allocation spéciale de solidarité, qui est un forfait, qui est financé par l'impôt. Et là, ce que propose Macron, c'est que pas simplement ceux qui ont 50 cotisations dans les 10 ans. La SS, pour le moment, elle est réservée aux chômeurs en fin de droit, comme on dit. Là encore, on s'est habitué à un curieux vocabulaire, hein, des malades en fin de droit, des retraités en fin de droit. Ben, on accepte un vocabulaire invraisemblable de chômeurs en fin de droit. Donc pour les chômeurs en fin de droit, c'est-à-dire ceux qui sont au-delà des 2 ans du droit à indemnisation du chômage, s'ils ont cotisé 5 ans dans les 10 ans qui précèdent, ils ont droit à l'ASS, à ce forfait de 500 balles, financé par l'impôt. Ce que propose Macron, c'est que tout le monde y ait droit. Les démissionnaires, ceux qui n'ont pas cotisé, les indépendants. Tout le monde a droit à ce forfait fiscal. Mais alors au-dessus, ça doit devenir très contributif. Alors c'est déjà commencé. La CFDT et le MEDEF ont signé un accord qui dit, depuis 2010, un jour presté correspond à un jour cotisé. La limite de 2 ans. Hein. Si vous avez cotisé 20 ans, vous n'avez pas droit à 20 ans de chômage. Hein, je précise tout de suite. Mais ça veut donc dire que le droit à prestation est strictement lié au montant de la cotisation. Deuxièmement, là encore c'est commencé, mais Macron veut l'accentuer. Si vous refusez un emploi, non pas un emploi de même qualification, un emploi décent. Décent, c'est le terme officiel. Si vous refusez un emploi décent, supprimez les allocations. Et ce que va introduire Macron, mais qui est déjà commencé aujourd'hui, obligation de se former pour les chômeurs dans une industrie de la formation. On va arrêter de bassoter dans des petites boîtes qui sous-traitent pour le Pôle emploi. On va constituer une vaste industrie de la formation financée par la cotisation chômage. Une industrie de la formation qui va être gérée par les industriels de la retraite et de la santé. C'est le groupe Harmonie, industriel de la santé, qui va se présenter pour être l'industriel de la formation Macron. Donc un second pilier très contributif, adossé au marché des capitaux, et dans lequel il n'y a plus de référence au salaire, c'est fini. Quant au salaire direct, nous l'avons vu, au niveau du SMIC, c'est l'impôt, c'est plus un salaire, c'est de l'impôt. Et puis au-delà, il n'y a plus d'embauche à la qualification. Un jeune qualifié, un jeune certifié, à quoi il est embauché aujourd'hui? Un contrat de mission, un contrat de projet, un contrat d'objectif, un contrat de chantier. Bref, il est embauché pour une tâche précise, pas du tout pour une qualification. Donc, qu'est-ce que c'est que la réforme? La réforme, c'est d'en finir avec le salaire à la qualification personnelle pour le remplacer d'une part par le revenu universel de Hamon. Ça va, j'ai été assez long pour arriver au revenu universel de Hamon, mais ça va cette fois-ci. Vous avez compris ce que c'est que le revenu universel de Hamon, d'accord? C'est le premier pilier que construit toute la classe dirigeante à la place du salaire à la qualification, avec une très grande assiduité depuis 1984. Depuis même les plans jeunes, mais enfin,
ils ne prennent vraiment leur sens qu'à partir de 84, depuis Fabius. Ça, c'est Fabius, Bérégovoy, Delors, hein, c'est le trio infernal de l'époque. Et deuxième pilier, c'est les gagneurs. Hein. C'est ceux qui sont prêts pour la réussite sur le marché. C'est les premiers de cordée, bien sûr, c'est les start-up, d'accord? C'est ceux qui vont se constituer un compte personnel d'activité, qu'ils soient indépendants ou salariés. Hein. Depuis 92, le MEDEF et la CFDT négocient des comptes personnels, hein, les comptes jours, les comptes formation, les comptes pénibilité, enfin, etc., etc. Les gouvernements, comment ils s'appellent, Hérault, Valls, ont eu comme projet d'unifier tous ces comptes en un seul, le compte personnel d'activité, avec des droits fongibles, c'est-à-dire qu'on pourra utiliser pour partir plus tôt en retraite des droits qu'on a eus au titre de la pénibilité ou au titre de la formation ou des choses comme ça. Bien. Chacun va avoir l'œil rivé sur son compte, d'accord ? C'est déjà le cas pour la retraite, puisqu'on reçoit maintenant tous les ans, à partir de 50 ans, quels sont nos droits à retraite, ou quels sont, l'ARCO nous envoie, ceux qui sont au régime ARCO Agir, que l'état des points, enfin, etc., etc. Chacun va avoir l'œil rivé sur son compte, chacun va être invité à être performant sur le marché, soit marché des biens et services comme travailleur indépendant, soit marché du travail, parce que tous ces droits vont être liés à sa contributivité. Il n'y a plus de lien avec la qualification. On a des droits à la mesure de la performance sur le marché du travail. Et puis, comme ça introduit une insécurité totale, droit à 800 balles pour tous. Vous voyez que Macron ne peut... Alors Macron, c'est ça, hein, d'accord. Macron, il s'adresse à cette fraction-là de la population qui est prête à jouer le jeu de la performance sur le marché. Hamon, il s'adresse à la fraction de la population qui dit « je ne veux pas produire de merde pour le capital, moi je veux faire de l'alternatif dans l'économie sociale et solidaire ». Mais vous voyez que les deux ne peuvent exister que l'un par l'autre. Hein. Il ne peut pas y avoir de Macron sans Hamon. Il est impossible de mettre en place un dispositif aussi insécure que le « j'ai cotisé, j'ai droit ». J'ai droit à du salaire non pas lié à ma qualification, mais au contrat de mission que je viens d'avoir, ou à ma performance sur le marché parce que j'ai posté sur YouTube une vidéo qui rapporte. Cette insécurité-là n'est supportable que si on a la sécurité de 800 balles automatique. La réponse à la réforme, c'est pas de choisir Macron contre Hamon ou Hamon contre Macron. Si le débat, je ne parle pas de débat, le débat électoral, il est tranché, c'est 22% contre 6%, je ne parle pas de ça, je parle du débat idéologique. Si le débat idéologique, c'est entre Hamon et Macron, nous sommes foutus, puisque Hamon et Macron représentent les deux éléments absolument nécessaires pour la bourgeoisie. Le revenu de base, le revenu contributif, d'autre part. Si la seule solution pour nous opposer à la réforme, c'est de généraliser le salaire à vie. Il s'agit que les fonctionnaires, non pas arrêtent de se battre en disant « le service public est en danger, aidez-nous », mais en s'adressant à des travailleurs en disant « nous avons un salaire à vie, vous y avez droit vous aussi ». Il s'agit de se battre pour que les retraités disent « oh ben non, moi je ne travaille plus hein ». Mais qu'ils disent ben non, j'ai un salaire à vie, et qu'ils disent à leurs petits-enfants, plutôt que de leur filer 100 balles pour leur anniversaire, hein, ce qui leur fait une belle jambe, qu'ils leur disent, mais toi aussi tu as droit au salaire à vie, comme moi. Je suis libéré du marché du travail, toi aussi tu peux en être libéré. Vous voyez, un salaire à vie pour tous, à la qualification, nous produisons 1400 milliards de valeurs marchandes chaque année, 1400 milliards. Vous divisez ça par 50 millions de plus de 18 ans, vous aboutissez à 28 000 euros par an.
nous pouvons dès maintenant attribuer à tout le monde 2 300 € par mois en moyenne. Dans une fourchette qui devrait démarrer à 18 ans par un premier niveau de salaire, comme droit politique, à 1700 balles, puisque c'est ce que nous revendiquons à juste titre. À 18 ans, tout le monde se voit attribuer, comme droit politique, le premier niveau de qualification et le salaire à vie qui va avec, 1700 balles. Et puis, la possibilité de passer des épreuves de qualification pour monter en qualification et donc en salaire. La CGT revendique 4 niveaux de qualification. Ça me paraît un bon outil pour démarrer, disons. L'écart interdécile dans la fonction publique, interdécile, c'est-à-dire les 10% les moins payés comparé aux 10% les mieux payés. L'écart interdécile dans la fonction publique ou dans les conventions collectives les mieux négociées, c'est 3,5. Eh bien, faisons un salaire qui va de 1700 à 6000 €. Un écart de 3,5. Aucun salaire au-dessus de 6 000. De toute façon, ceux qui ont besoin de plus de 6 000 € pour travailler, c'est qu'ils n'aiment pas leur boulot. C'est que ce qu'ils font est tellement dégueulasse qu'il faut les payer cher. Toute la recherche fondamentale en France est faite par des gens qui gagnent moins de 6 000 €. Parce qu'ils aiment leur boulot. D'accord ?